Michel est policier et il y a quelques semaines, son cousin, lui aussi policier, s'est suicidé avec son arme de service. Alors le malaise n'est pas nouveau, on en parle régulièrement, mais depuis le début de l'année, les chiffres s'envolent. Déjà 9 suicides dans les rangs de la police depuis le 1er janvier, 8 hommes, une femme, c'est 2 fois plus que la moyenne. Que faire ? Comment freiner cette hécatombe ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police et Faux. Quel est le problème d'après vous ? Il n'y en a pas qu'un. Bien sûr. Malheureusement, il y en a plusieurs. On a une réelle difficulté de prise en compte de la parole dans la police nationale. Globalement, on n'a pas de culture de prévention, on n'a pas de culture du débriefing et on manque surtout de soutien, que ce soit médical, psychologique. Donc voilà, on a 2 difficultés. On a un plan de mobilisation qui est construit et qui tient sur 2 jambes, et ces 2 jambes-là aujourd'hui sont extrêmement faibles, puisqu'il y en a une, c'est les médecins comme je vous le disais, et les psychologues. 70 médecins de prévention pour 150 000 agents, ça vous donne un peu le... 70 pour 150 000. Oui, et une centaine de psychologues pour 150 000 agents actifs, et je ne compte pas évidemment nos collègues personnels administratifs, techniques et scientifiques. Donc on est sous-dimensionné pour faire face à ça. Et de l'autre côté, des outils légaux qui malheureusement sont inopérants. Donc voilà, on a 2 jambes qui sont très faibles. Illustration de cette sous-dimensionnisation, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais en tout cas c'est ce numéro vert qui a été créé en 2019, qui peut être utilisé par tous ceux qui le souhaitent parmi les forces de l'ordre. Et écoutez Michel, justement, qu'on entendait à l'instant, il l'a déjà composé et vous allez voir ce qu'il raconte. Pour l'avoir testé, le problème c'est qu'on appelle, on est sur une boîte vocale, on veut parler à un psychologue, on laisse un message et on attend qu'il nous rappelle. J'ai dû rappeler 3 fois pour avoir quelqu'un. J'imagine que ça vous surprend pas, ça, Grégory Joron ? Non, c'est justement ce qu'on aimerait faire changer, clairement, c'est-à-dire ce sous-dimensionnement par rapport à tous les outils qu'on nous dit exister et qui malheureusement... Mais ça peut pas fonctionner, un numéro vert comme ça. Non, et puis clairement, le suicide, enfin en tout cas la prévention des risques, parce qu'avant malheureusement de parler de suicide, moi j'aimerais qu'on parle de prévention, parce que c'est quand même le meilleur outil pour se préserver de tout ça. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un système qui est de toute façon à la limite en réaction, mais toujours trop tardif, et en fait qui est jamais préventif, et c'est la clé à mon avis. C'est toujours délicat de parler d'un homme ou d'une femme qui se suicide, et c'est encore plus délicat sans doute d'établir un lien de causalité entre le fait qu'ils étaient policiers et que c'est parce qu'ils étaient policiers qu'ils se sont suicidés. Donc sur ces 9 personnes, est-ce que vous avez, pu enquêter sur le profil et les raisons de leur suicide ? Alors, il y a aujourd'hui des enquêtes qui sont mises en place pour chaque suicide. Ça, c'est une réalité. Donc, ça permet quand même d'essayer, entre guillemets, d'établir un arbre des causes. C'est un jargon un peu barbare, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pour essayer de trouver justement l'élément déclencheur. Il y a de multiples raisons du mal-être. Mais au bout de la crise suicidaire, c'est un entonnoir en fait, et plus la personne avance, moins il y a de solutions. Et au bout de la crise suicidaire, il y a un élément déclencheur. L'élément déclencheur, je n'ai pas de chiffres en tête, mais globalement, d'après ce qu'on regarde, c'est souvent malheureusement une rupture familiale, amoureuse, etc., qui déclenche le suicide. Mais il y a quand même une forme de mal-être. Donc nous, policiers... Certains vont vous dire que ça n'a rien à voir du coup avec le statut de policier. Oui, mais c'est un déséquilibre. C'est-à-dire quand malheureusement on a une fracture au niveau familial, si de l'autre côté on peut au moins avoir une prise au niveau professionnel en sachant qu'on y est bien, c'est déjà ça. Donc on peut pas avoir d'action. C'est pas une cause, un suicide de toute façon. Le familial parfois est sous l'influence du professionnel. Exactement. Et c'est tout l'enjeu, nous, des cycles horaires, c'est tout l'enjeu de notre condition de travail, c'est tout l'enjeu de la surcharge mentale des enquêteurs, c'est tout l'enjeu justement de ce qu'on dénonce régulièrement, et malheureusement la seule action qu'on peut avoir pour nos collègues, c'est en interne, c'est au sein de la police nationale, réveiller cette culture encore une fois du débriefing, du management. Il faut savoir que depuis 2015 que tous les différents bilans, que ce soit des psychologues opérationnels ou même des comités d'hygiène et sécurité, font état de 2 leviers qui peuvent créer du mal-être dans la police nationale, c'est les cycles horaires et le management. Aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver un référentiel de management dans la police nationale, c'est-à-dire un bouquin qui va nous expliquer les bonnes pratiques, et je vise aucun corps, les bonnes pratiques pour tous les managers, qu'ils soient brigadiers chefs, secrétaires administratifs, commissaires ou commandants. Il ne faut pas se plaindre dans la police ? Enfin, c'est pas dans la culture
C'est un métier qui est forcément qui fait face à toute la violence, à la brutalité et qui fait face à ce que l'homme peut faire de pire. Globalement, ça durcit aussi souvent les relations entre les agents, et on a quand même de toute façon un système hiérarchique. C'est une réalité. Mais oui, se plaindre, c'est compliqué. Avouer qu'on est en état de faiblesse, c'est compliqué. Il y a un sujet autour du port de l'arme, parce que dès lors qu'on se plaint, le premier réflexe, évidemment, de retirer l'arme de l'agent, et après l'agent, là, pour le coup, se sent complètement démuni et finalement mis au banc. Donc il y a un vrai sujet sur la culture, encore une fois, la libération de la parole. J'écoutais ce matin la rubrique de Cyprien Sini et l'instrumentalisation qui a été faite de Bac Nord. Et à un moment, vous avez un flic qui est joué par Lelouch, qui dit « il nous insulte toute la journée, on ne répond pas, on est maltraité, on est méprisé ». Est-ce que vous avez trouvé que ce film était une caricature ou au contraire une réalité de ce que vous observiez sur le terrain ? Non, il y a forcément des choses assez réelles, parce qu'il y a une perte de sens du métier de policier, ça c'est une réalité. Il y a une brutalité à certains endroits au niveau hiérarchique, mais qui s'explique, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'outils de bonnes pratiques. Donc en fait, chacun y va de la sienne. Donc vous avez des gens qui globalement sont bienveillants, et tant mieux, et heureusement, et donc ils font avec ce qu'ils ont, et ça se passe bien. Mais dès lors qu'il y a des personnes déviantes, il y a une brutalité qui se met en marche, et en plus la plus grosse difficulté peut-être qu'on a dans la police, c'est justement faire reconnaître ces victimes de souffrance au travail. Et là, le chemin est très long, parce que les outils qu'on a à notre disposition nous obligent à passer des caps obligatoires, et c'est extrêmement long. Donc le Bac Nord n'est pas complètement hors sol par rapport à ce que vivent mes collègues dans les services. En tout cas, c'est un film qui aura beaucoup marqué. Évidemment, parce que on aura pu se rendre compte du quotidien qui est parfois la vie d'un policier confronté, en l'occurrence, à des cités marseillaises. Alors c'est dans un cadre assez particulier. Tout le travail n'est pas toujours aussi violent. Non, mais globalement, regardez, ne serait-ce que samedi à Brest, que ce soit à Marseille ou à Brest aujourd'hui, on peut être confronté malheureusement à des événements violents, des insultes. C'est ça qui est frappant d'ailleurs dans des villes comme Brest, Rennes, Nantes. Il y a aujourd'hui beaucoup de violences qui se mettent en place dans des villes qui étaient traditionnellement calmes ces dernières années. C'est bien pour ça, on peut être exposé partout en effet. Juste un mot pour revenir au suicide, le fait que les agents puissent avoir leur arme de service chez eux, ça a changé quelque chose, ça ? En toute honnêteté, pas grand-chose. Si vous regardez malheureusement la triste courbe des suicides, avant 2015, avant qu'on ait la possibilité de ramener notre arme hors service, on avait aussi des années qui étaient terribles. Ça change pas grand-chose, puisque finalement les collègues venaient au service pour passer à l'acte. Voilà, donc c'est juste la différence. Je pense que il y a un sujet au niveau de la prévention tout autour de l'arme, c'est-à-dire comment on appréhende un agent qui est en mal-être avéré, et comment on l'accompagne justement par rapport à cette relation à l'arme et la prévention qu'on doit y mettre. Ça c'est un vrai sujet, mais remettre en cause le port de l'arme hors service, à mon avis, c'est pas la solution. Merci Monsieur Joron, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO.